Merci pour l'introduction et je tiens à remercier la Fondation PECO pour m'offrir cette opportunité exceptionnelle de donner ce cours ici, qui va donc porter sur l'étude géométrique du groupe OUT-FN des automorphismes extérieurs d'un groupe libre de type fini. Donc dans tout mon cours, Fn, ce sera un groupe libre de rang n à n générateurs. Et OUT-FN, c'est donc le groupe de ces automorphismes extérieurs, défini, je vous le rappelle, comme le quotient du groupe de tous les automorphismes du groupe libre par le sous-groupe normal fait des automorphismes dits intérieurs, qui sont ceux donnés par la conjugaison par un élément du groupe. Bien, donc le groupe libre, c'est le groupe le plus universel possible. C'est assez naturel de chercher à en comprendre la structure de ces automorphismes. Ce qui est intéressant, c'est que la manière dont on va étudier ce groupe OUT-FN, c'est par des méthodes géométriques, c'est-à-dire qu'on va chercher à faire agir OUT-FN sur un certain nombre d'espaces géométriques qui lui sont naturellement associés. Et puis, on va chercher à étudier à la fois la géométrie de ces espaces et la dynamique de l'action de OUT-FN sur ces espaces pour en déduire des propriétés sur le groupe. Donc, aujourd'hui, essentiellement, ce que je vais faire, c'est vous présenter ces différents espaces munis d'actions intéressantes de OUT-FN et vous présenter un petit peu leur géométrie. En particulier, on va s'intéresser à la question de chercher des phénomènes de courbure négative pour le groupe OUT-FN. Et à partir de la semaine prochaine, eh bien, on utilisera ces actions pour déduire des propriétés du groupe. Donc, en particulier, la semaine prochaine, je vais parler de classification des sous-groupes de OUT-FN et en particulier d'une démonstration de l'alternative de Tits pour OUT-FN via ces méthodes géométriques. Et dans les séances qui suivent, j'aborderai des phénomènes de rigidité pour OUT-FN et d'autres questions de géométrie asymptotique. Bien, donc peut-être, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais commencer par une rapide introduction portant sur quelques analogies qui existent entre ce groupe OUT-FN et d'autres classes importantes de groupes. Alors d'une part, il y a des analogies entre OUT-FN et certains groupes arithmétiques, notamment GLNZ, qui est le groupe des automorphismes, non pas d'un groupe libre, mais d'un groupe abélien libre Zn. Mais peut-être de manière encore plus frappante, il y a des analogies entre OUT-FN et ce qu'on appelle les groupes modulaires de surface. Et je dois avouer qu'au cours des dernières années, la recherche sur OUT-FN s'est vraiment énormément inspirée des travaux qui sont en général antérieurs faits sur ces groupes modulaires. Alors qu'est-ce que c'est qu'un groupe modulaire de surface? Bien, donnons-nous, disons, une surface S fermée, orientable, que je vais choisir de genre supérieur ou égal à 2. Ce qu'on appelle le groupe modulaire de S, c'est par définition le groupe des classes d'isotopie de difféomorphismes de la surface qui en préservent l'orientation. C'est-à-dire que vous regardez le groupe de tous les difféomorphismes de la surface S qui en préservent l'orientation, et dans le groupe modulaire, vous identifiez deux difféomorphismes si vous pouvez passer continuellement de l'un à l'autre par un chemin continu de difféomorphisme de la surface. Ça fait du groupe modulaire un groupe dénombrable qui est en fait isomorphe par un résultat désormais classique de Den, Nielsen et Baer qui date des années 30 au groupe des automorphismes extérieurs du groupe fondamental de la surface S. Donc vous voyez, on a d'un côté le groupe des automorphismes extérieurs d'un groupe libre, de l'autre le groupe des automorphismes d'un groupe fondamental de surface hyperbolique. D'une certaine manière, le groupe libre et le groupe fondamental de surface hyperbolique, c'est un peu les deux archétypes de groupes dits hyperboliques au sens de Gromov. Donc c'est pas complètement un hasard si leur groupe d'automorphisme présente de telles analogies. Bien, donc ce que j'ai envie de faire, c'est faire un très rapide panorama sur les objets qui ont été utilisés pour étudier ces groupes modulaires, sans forcément entrer dans les détails. Mais ce panorama, ça permettra de motiver l'introduction des objets analogues dans le cadre des groupes libres. Donc un premier objet qui a beaucoup été utilisé pour étudier les groupes modulaires, c'est son action sur ce qu'on appelle l'espace de Teichmüller de la surface, qui est un espace qui paramétrise toutes les métriques hyperboliques dont vous pouvez munir
la surface S. Donc une manière de définir ça, et je vais adopter cette définition parce qu'elle permettra de mieux voir les analogies par la suite, c'est de définir l'espace de Teichmüller comme l'ensemble des paires x euros, où x est une surface, elle aussi fermée, orientable et de même genre que S, mais qui est de plus munie d'une métrique hyperbolique, c'est-à-dire d'une métrique riemannienne complète à courbure sectionnelle constante égale à -1, modelée sur celle du demi-plan de Poincaré. Et ρ va être un difféomorphisme entre la surface S dont vous êtes parti et cette surface x munie d'une métrique hyperbolique, ce qui vous donne d'une certaine manière un moyen de transporter cette métrique hyperbolique comme une métrique hyperbolique sur S. Et on va regarder ces paires modulo une relation d'équivalence naturelle, où vous allez identifier deux telles paires si elles vous donnent la même métrique hyperbolique sur S à homotopie près. Donc, je vais identifier x1 ρ1 avec x2 ρ2 s'il existe une isométrie entre les deux surfaces x1 et x2 qui fait commuter le diagramme suivant à homotopie près. Voilà, donc l'espace de Teichmüller, il est naturellement muni d'une action du groupe modulaire disons par précomposition ici de ce difféomorphisme. C'est bien une action du groupe modulaire parce qu'on regarde nos structures K homotopie près. Et cet espace de Teichmüller, alors pour l'instant je ne l'ai défini que comme ensemble, mais vous pouvez le munir d'une distance naturelle, qu'on appelle la distance de Teichmüller, que je ne vais pas définir précisément, mais où disons que la distance entre deux métriques hyperboliques x et y va mesurer en un sens la dilatation minimale d'une application de S dans elle-même qui vous permet de passer de la métrique x à la métrique y. Bon, il faut définir une bonne notion de dilatation pour définir la distance, mais c'est possible. Donc on a une action du groupe modulaire sur un espace métrique. On s'est alors intéressé à essayer de comprendre la géométrie de cet espace, et en particulier, une question qui s'est posée, c'est celle de trouver des phénomènes de courbure négative pour l'espace de Teichmüller. Donc je vais poser la question de la manière suivante. L'espace de Teichmüller est-il à courbure négative? Alors, en un sens, la réponse est non. Par exemple, dès 1975, Mazur montre que l'espace de Teichmüller n'est pas 4,0. Nous, la notion de courbure négative qui va nous intéresser plus particulièrement dans ce cours, c'est une notion de courbure négative à grande échelle qui est due à Gromov et qui est la notion d'hyperbolicité définie comme suit. Donc on dira qu'un espace métrique est hyperbolique au sens de Gromov si les triangles, alors je vais supposer mon espace géodésique pour simplifier, si tous les triangles géodésiques dans l'espace X sont fins au sens suivant, au sens où il existe une constante delta uniforme, et la meilleure constante delta sera appelée la constante d'hyperbolicité de l'espace X, qui est telle qu'à chaque fois que vous vous donnez un triangle dans l'espace X, donc 3 points dans X que vous reliez 2 à 2 par des segments géodésiques, eh bien, le triangle que vous obtenez va être fin, pincé, hein, il va avoir l'allure que je suis en train de lui donner. Ça, précisément, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si vous prenez n'importe quel point sur l'un des côtés du triangle, il va toujours être à distance delta, à distance au plus delta, d'au moins l'un des deux autres côtés. Donc une façon de dire ça, c'est que n'importe quel côté du triangle est toujours contenu dans un delta voisinage de la réunion des deux autres côtés du triangle. Donc ce phénomène de triangle fin, c'est un phénomène de courbure négative. J'ai dit que c'était une notion de courbure négative à grande échelle, parce que typiquement, si vous regardez à l'intérieur d'une boule de rayon delta, eh bien, à l'intérieur d'une boule de rayon delta, vous n'avez aucune information sur la géométrie des triangles.
Ça vous donne vraiment une information au-delà de l'échelle delta. En particulier, par exemple, tout espace métrique borné est hyperbolique en prenant delta plus grand que le diamètre de l'espace. Voilà, donc pour revenir à l'espace de Teichmüller, on peut se poser la question, est-ce que par hasard l'espace de Teichmüller serait hyperbolique en ce sens? Et là encore, la réponse est négative. Mazur et Wolf ont montré en 1994 que l'espace de Teichmüller n'est pas hyperbolique. Et pourtant, malgré tout, on peut observer certains phénomènes d'hyperbolicité dans l'espace de Teichmüller. Par exemple, vous avez des résultats d'hyperbolicité statistique qui vous disent qu'en un sens, la plupart des triangles géodésiques dans l'espace de Teichmüller sont fins. En fait, on comprend précisément quelle est l'obstruction à l'hyperbolicité de l'espace de Teichmüller. Et cette obstruction, elle vient de ce qu'on appelle la partie fine de l'espace de Teichmüller, qui est un sous-ensemble de l'espace de Teichmüller que vous pouvez penser comme s'approchant de l'infini de l'espace de Teichmüller, où vous imposez qu'une certaine courbe sur la surface devient arbitrairement petite, arbitrairement courte. Donc la définition, c'est la suivante. Fixons gamma une courbe fermée simple essentielle sur la surface. Par essentielle, j'entends que la courbe gamma ne borde pas un disque, hein, donc cette courbe-là ne serait pas essentielle, pensez plutôt une courbe comme ici. Et je vais fixer epsilon strictement positif, bien ce qu'on appellera la partie fine de l'espace de Teichmüller relative à gamma à échelle epsilon. Ça va être l'ensemble des métriques hyperboliques sur la surface pour lesquelles eh bien, la longueur de gamma mesurée dans cette métrique devient plus petite que epsilon. Alors, ce que j'entends par ça, c'est ici, il faut considérer, disons, l'unique représentant géodésique pour la métrique hyperbolique x dans la classe d'homotopie de la courbe gamma. Donc, vous commencez par tendre gamma pour la rendre géodésique et vous mesurez sa longueur dans la métrique x et elle est plus petite que epsilon. Donc, typiquement, la surface va ressembler à quelque chose comme ça avec cette courbe gamma qui est vraiment très, très courte. Et pourquoi est-ce que ces parties fines donnent une obstruction à l'hyperbolicité de l'espace de Teichmüller? Eh bien parce que vous avez un théorème de Minsky qui vous dit que la partie fine relative à gamma a une structure d'espace produit. Ce qui veut dire que la distance de Teichmüller en restriction à cette partie fine est égale, alors peut-être à une erreur additive bornée près, à la distance L infinie sur un espace produit. Et qu'est-ce que c'est que cet espace produit? Eh bien, vous regardez l'espace de Teichmüller de la surface obtenu en coupant le long de la courbe gamma. Donc ici, vous auriez deux surfaces à considérer. Et puis, il y a un produit avec un plan hyperbolique qui paramétrise ce qui se passe au niveau d'un tube autour de gamma. Mais grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez deux métriques hyperboliques qui rendent cette courbe courte et que vous cherchez à comprendre la distance entre les deux métriques hyperboliques, eh bien, il suffit de regarder la métrique hyperbolique sur cette sous-surface de gauche, les deux métriques hyperboliques sur cette sous-surface de gauche, de calculer la distance dans l'espace de Teichmüller associé, de faire la même chose sur la sous-surface de droite et de prendre le maximum de ces deux distances, plus une contribution où il se peut que le maximum vienne de ce qui se passe au niveau du tube, c'est pour ça qu'il y a ce facteur-là. Mais bon, en tout cas, vous avez cette structure d'espace produit. La partie fine ressemble à un espace L infini, et c'est assez facile de voir que dans un espace L infini, les triangles géodésiques ne sont pas fins, donc vous ne pouvez pas avoir d'hyperbolicité au niveau des parties fines. Mais en un sens, on sait aussi maintenant que cette partie fine, c'est en un sens la seule obstruction à l'hyperbolicité de l'espace de Teichmüller, au sens où, si vous voulez, si vous écrasez les parties fines en un point, et il faut que je dise qu'est-ce que j'entends par là, vous allez obtenir quelque chose d'hyperbolique. Donc pensez, vous avez votre espace de Teichmüller, vous avez ces parties fines
que je pense comme vivant à l'infini de l'espace de Teichmüller, parce qu'il y a une courbe qui devient arbitrairement petite. Donc ici, peut-être la courbe gamma 1 devient arbitrairement petite. Ici, peut-être la courbe gamma 2 devient arbitrairement petite. C'est possible que deux courbes deviennent petites simultanément. Il y a un lemme de géométrie hyperbolique qui vous dit que dans ces cas-là, les deux courbes doivent être disjointes. Vous pourriez avoir une courbe gamma 3 ici, qui intersecte gamma 1 et gamma 2 et qui devient petite dans cette partie-là. Bien, alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir un objet combinatoire qui va encoder la combinatoire de cette partie fine à l'infini de l'espace de Teichmüller. Et cet objet, c'est ce qu'on appelle le complexe des courbes de la surface. Donc Harvey définit le complexe des courbes de la surface S. C'est le complexe simplicial dont les K simplexes correspondent aux collections de K plus une courbe 2 à 2 disjointes sur la surface. Et cette définition fait que le complexe des courbes, vous pouvez aussi le voir comme le nerf du recouvrement de la partie fine par les parties fines associées aux différentes courbes sur la surface. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez avoir un sommet pour la courbe gamma 1, un sommet pour la courbe gamma 2, et comme les courbes gamma 1 et gamma 2 sont disjointes, ce qui est la même chose que de dire que leurs parties fines s'intersectent, eh bien vous allez avoir une arête entre gamma 1 et gamma 2 dans le complexe des courbes. D'accord ? Donc le complexe des courbes, vous pouvez le voir comme un objet qui, d'une certaine manière, encode une partie de la combinatoire à l'infini de l'espace de Teichmüller. Et ce qu'ont montré Mazur et Minsky maintenant, c'est que ce complexe des courbes, si vous le munissez de la distance simpliciale, eh bien, il est hyperbolique au sens de Gromov. Et c'est un objet intéressant, en particulier, il est de diamètre infini. Hein, donc il n'est pas hyperbolique pour des raisons triviales. Et donc finalement, c'est ce résultat-là qui vous donne un phénomène de courbure négative associé au groupe modulaire d'une surface. Voilà, donc ça c'était une petite introduction sur les groupes modulaires. Maintenant, ce que j'ai envie de faire dans ce cours, c'est vous présenter l'histoire analogue pour UTFN. C'est-à-dire, je vais commencer par vous présenter un analogue à l'espace de Teichmüller dans le contexte des groupes libres. On en verra aussi une compactification parce que ça nous sera utile par la suite. Et ensuite, on va chercher à définir un complexe analogue au complexe des courbes, mais dans le contexte des groupes libres, qui serait un complexe hyperbolique muni d'une action intéressante de UTFN. Non, alors il y a plusieurs distances possibles sur l'espace de Teichmüller, ce ne sont pas les mêmes, les distances de Teichmüller. Alors pour Weil-Petersson, j'ai un doute, mais c'est possible que ça le rende 4-0, l'espace de Teichmüller. Oui. La distance de Teichmüller, elle est définie en regardant donc, vous avez deux métriques hyperboliques sur S, vous regardez des applications H qui vous permettent de passer d'une métrique à l'autre, qui vont commuter ce diagramme-là. On va définir la distance de x à y comme quelque chose qui mesure la plus petite dilatation, que je vais noter, disons KH, d'une telle application qui fait commuter le diagramme. Alors qu'est-ce que c'est que cette dilatation KH ? Eh bien, disons que, étant donné un point P sur la surface, je peux d'abord définir une dilatation locale, KH de P, comme étant... donc je vais supposer que mon application est lisse, ce que je peux toujours supposer, sauf peut-être en un nombre fini de points. Je vais définir ça comme l'excentricité de l'application tangente à H en P.
C'est-à-dire, si je regarde l'application au niveau du plan tangent, elle m'envoie le cercle unité sur une ellipse. Et ce KH de P, c'est le rapport entre le grand axe et le petit axe de l'ellipse. Et ensuite, le KH, ça va être le suprémum sur tous les points de la surface de KH de P. J'ai fini la dilatation comme ça. Et Teichmüller a en fait montré que donc ça, c'est bien une distance sur l'espace de Teichmüller, mais en plus, il y a existence et unicité d'une application optimale H qui réalise la dilatation minimale. Mais c'est effectivement deux distances différentes sur l'espace de Teichmüller. Il y en a même d'autres qu'on peut utiliser, mais qui donnent des géométries différentes. Bien, donc je vais maintenant entrer dans le vif du sujet. Et je vais commencer par vous présenter l'outre-espace de Kühler et Volkmann, qui est l'analogue de l'espace de Teichmüller dans le contexte des groupes libres. Alors ça s'appelle outre-espace parce que c'est un espace qui est muni d'une action du groupe out de Fn. Alors il y a plusieurs définitions possibles pour cet espace. Je vais vous en donner deux. Je vais commencer par la définition originelle de Kühler et Volkmann, qui est en termes d'un espace de graphe. Alors, il faut comprendre que la manière dont on a étudié OUT-Fn, au début du XXe siècle, on étudiait les automorphismes du groupe libre essentiellement par des méthodes combinatoires. C'est-à-dire qu'on voyait les éléments du groupe libre comme des mots sur un alphabet fini, un nombre fini de lettres et leurs inverses, et on utilisait des méthodes combinatoires pour comprendre les transformations possibles de ces mots. Une personne qui a beaucoup contribué à l'étude géométrique de OUT-Fn, c'est Stallings, qui a proposé de voir le groupe libre comme le groupe fondamental d'un graphe et de réaliser les automorphismes du groupe libre comme des équivalences d'homotopie de ce graphe. Et c'est cette idée qu'ont exploité Kühler et Volkmann pour donner cette définition de l'outre-espace. L'outre-espace projectifié de Fn, que je vais noter, alors P pour la version projective O de Fn, ça va être, alors par analogie avec l'espace de Teichmüller, l'ensemble des paires x rho, où cette fois x c'est un graphe, un objet dont le groupe fondamental c'est Fn, donc un graphe fini, un graphe fini métrique, c'est-à-dire que je vais donner une longueur strictement positive à chaque arête du graphe et munir x de la distance de longueur induite. Je vais le supposer sans sommet de valence 1 ou 2, donc sans sommet terminal ni sommet redondant. Et ρ, c'est ce qu'on appelle un marquage, qui est cette fois une équivalence d'homotopie entre la rose à n pétales, le graphe ayant exactement un sommet et n arêtes, et le graphe x. Donc si vous voulez, si vous pensez aux pétales de la rose comme représentant une base de Fn comme groupe libre, ce marquage, ça vous donne la manière d'identifier le groupe fondamental du graphe X avec le groupe libre Fn de rang n. Donc un point dans l'outre-espace, c'est un graphe métrique avec une identification de son groupe fondamental avec le groupe libre de rang n. Là encore, il faut regarder ces structures modulo une relation d'équivalence naturelle, où vous identifiez deux graphes marqués. S'il existe une homothétie entre x1 et x2, par quoi j'entends une application qui multiplie toutes les longueurs dans x1 par un même scalaire, donc la distance de h de x à h de y, ce sera toujours lambda fois la distance de x à y, et qui fait commuter le diagramme suivant, là encore à homotopie. Voilà, alors pourquoi est-ce que j'appelle ça espace projectifié? C'est parce qu'ici, vous considérez les graphes à homothétie près. Donc en particulier, vous identifiez deux graphes s'ils sont obtenus simplement en multipliant toutes les longueurs des arêtes par un même scalaire. Vous avez aussi une version non projective, que je noterai simplement O de Fn,
et où ici, au lieu de regarder les graphes à homothétie près, vous les regardez à isométrie près. D'accord, donc encore une fois, un point dans l'outre espace, qu'est-ce que c'est? C'est un graphe fini avec des longueurs strictement positives sur les arêtes et une manière d'identifier le groupe fondamental du graphe avec le groupe libre. Donc par exemple, je pourrais imposer que ce lacet-là représente l'élément x1 dans ma base de F2 et peut-être ce lacet-là représente, je ne sais pas, x1, x2. Ce serait une possibilité. Les étiquettes que j'indique ici sur le graphe suggèrent en fait l'inverse d'homotopie de ρ. Donc j'ai une application de ce graphe vers la rose où j'écraserai l'arête centrale sur le point central. J'envoie l'arête de gauche sur le pétale correspondant à x1 et l'arête de droite, je la divise en deux. J'envoie la première moitié sur le pétale correspondant à x1 et la deuxième moitié sur le pétale correspondant à x2. Donc c'est en général de cette manière-là qu'on dessine les points dans l'outre espace. Bien, donc ça donne une définition de l'outre espace en tant qu'ensemble. Il est muni d'une action naturelle de out Fn qui est simplement par changement du marquage, par changement des étiquettes sur le graphe. Alors pour voir ça proprement, le fait qu'on utilise, c'est que tout automorphisme du groupe libre peut se réaliser géométriquement comme une équivalence d'homotopie de la rose. Et ça, c'est assez facile à voir. Ça découle par exemple du théorème de Nielsen suivant qui vous donne une partie génératrice explicite pour out Fn. Ça date des années 20. Et donc il suffit de vérifier simplement que les générateurs de Nielsen peuvent effectivement tous être réalisés comme équivalence d'homotopie de la rose. C'est-à-dire qu'il existe une équivalence d'homotopie qui induit cet automorphisme au niveau du groupe fondamental. Donc out Fn est engendré, donc c'est un groupe de type fini. Il est engendré par les images dans out des automorphismes suivants. Vous devez considérer d'une part des automorphismes. Donc si je note x1 jusqu'à xn, une base de Fn comme groupe libre, vous devez considérer d'une part les automorphismes qui échangent deux éléments de la base. Bon, ça, géométriquement, c'est simplement échanger deux pétales de la rose. Ceux qui prennent un des éléments de la base et l'envoient sur son inverse, qui consiste à renverser un pétale. Et le troisième type de générateur dont vous avez besoin, ce sont les transformations de Nielsen ou transvections, qui prennent l'un des éléments de la base xi et le multiplient à droite ou à gauche par un autre élément de la base xj avec j différent de i. Et envoie xk sur xk lorsque k est différent de i. Et ces automorphismes-là, géométriquement, ça consiste à prendre le ième pétale, le couper en deux, et envoyer la première moitié sur le ième pétale, puis la deuxième moitié sur le jème pétale. Et donc, une fois que vous avez réalisé tout automorphisme de Fn comme une équivalence d'homotopie de la rose, vous pouvez utiliser cette équivalence d'homotopie pour précomposer le marquage, et ça vous donne l'action de out Fn sur l'outre espace. Donc un automorphisme phi va agir sur la classe d'équivalence du graphe marqué x ρ, que je note entre crochets, simplement en précomposant le marquage par la réalisation géométrique de phi inverse, si vous voulez, une action à gauche. Alors maintenant, je voudrais munir l'outre espace d'une topologie. Pour ça, je vais commencer, donc étant donné un graphe métrique, un point dans l'outre espace, un graphe métrique marqué x ρ, je peux naturellement lui associer un simplex ouvert
dans l'autre espace. Qu'est-ce que c'est que ce simplex ouvert? C'est l'ensemble des graphes que vous obtenez à partir de x euros en gardant le même graphe sous-jacent, en gardant le même marquage, mais simplement en faisant varier les longueurs des arêtes. Et comme on considère nos graphes à homothétie près, vous pouvez toujours supposer que la somme des longueurs des arêtes vaut 1, et donc ça vous définit un simplex ouvert. Donc ça, c'est obtenu en faisant varier les longueurs des arêtes de x avec la normalisation, la somme des longueurs des arêtes vaut 1. Bien, mais maintenant, dans ce simplex ouvert, je suppose que les longueurs de toutes les arêtes restent strictement positives. Mais vous voyez que si vous partez d'un graphe θ et que vous faites tendre la longueur de cette arête-là vers 0, bien vous avez envie de dire qu'à la limite, vous obtenez une rose qui est un autre point dans l'outre espace. Donc on a envie d'identifier le simplex de cette rose avec une face du simplex du graphe θ. Donc le simplex associé à un graphe y va être une face du simplex associé à un graphe x. Si il existe une application de x vers y qui consiste à écraser certaines arêtes qui commutent avec les marquages à homotopie près. Et maintenant, l'outre espace, eh bien, vous pouvez le voir comme l'espace obtenu à partir de la réunion disjointe de tous ces simplex ouverts, modulo cette relation d'identification de face. Et ça vous définit une topologie sur l'outre espace, en prenant la topologie somme disjointe et puis la topologie quotient. En particulier, un sous-ensemble de l'outre espace sera ouvert si son intersection avec chaque simplex est ouverte. Alors je vais illustrer ça en vous représentant l'outre espace en rang 2 lorsque n est égal à 2. Donc lorsque n est égal à 2, à homéomorphisme près, il y a exactement 3 graphes qui sont homotopes à la rose R2, à savoir bien la rose elle-même, le graphe θ qu'on a déjà rencontré, et le graphe en alter. Bien, donc une rose qui vient avec un marquage, vous avez deux arêtes, donc si je suppose que je normalise pour que la somme vaille 1, l'une des arêtes à longueur L, l'autre à longueur 1 moins L, lorsque L varie entre 0 et 1, ça vous définit un simplex ouvert de points dans l'outre espace. Notez que les extrémités de ce simplex ne font pas partie de l'outre espace parce que vous ne pouvez pas écraser un pétale en un point sans changer le type d'homotopie du graphe. Ici, vous avez un graphe θ. Donc il y a 3 arêtes, donc ça vous définit un 2 simplex ouvert. Et comme on disait, si vous écrasez l'arête centrale, eh bien vous avez envie d'identifier cette face avec un simplex de rose. Et le marquage que vous obtenez sur la rose, c'est celui-ci. Mais maintenant, ce graphe θ, donc dans ce graphe θ, ce lacet-là représente x1, ce lacet-ci représente x2. En fait, c'est exactement la même chose que si j'aurais pu aussi le représenter grâce à ces étiquettes-là. Là, ça aurait été la même chose. Ce lacet-là représente toujours x1 et ce lacet-là représente toujours x2. Donc en fait, si vous écrasez l'arête de gauche du graphe θ, vous allez obtenir un simplex d'une autre rose qui vient avec un autre marquage, qui est cette fois x1 et x2, x1 inverse. Et puis en écrasant l'arête de droite, vous obtenez une troisième rose qui vous donne les 3 faces du simplex associé à ce graphe θ. Et ici, pour un graphe en alter, vous voyez que vous pouvez seulement écraser l'arête centrale pour obtenir une rose, mais vous ne pouvez pas écraser chacun des 2 lacets sans changer le type d'homotopie du graphe. Et maintenant, donc, l'outre espace en rang 2, vous l'obtenez à partir de la réunion de tous ces simplex modulo les relations d'identification de face. Donc le dessin est le suivant, vous partez d'un graphe θ, autour de lui vous avez ces 3 faces qui correspondent à des simplex de rose. Les 3 sommets ne font pas partie de l'outre espace, et puis de chaque côté des simplex de rose, vous allez avoir d'autres graphes θ
etc., etc. Vous avez alternance de simplex de Rose et de simplex de graphe θ. Et où sont les simplex en alter, de graphes en alter sur le dessin? Eh bien, il faudrait imaginer qu'ils sortent du tableau comme ça et viennent se recoller sur les simplex de Rose. Donc ça vous donne une image de l'outre-espace en rang n égale à 2. Donc en particulier, vous voyez que avec cette description, l'outre-espace, c'est en un sens une sorte de complexe simplicial, mais avec certaines faces qui sont manquantes. En fait, vous pouvez rétracter l'outre-espace par déformation sur un véritable complexe simplicial qu'on appelle en général l'épine de l'outre-espace. Et cette épine, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement la réalisation géométrique de l'ensemble partiellement ordonné des simplexes avec la relation d'ordre donnée par cette relation être une phase 2. D'accord? Donc, vous avez dans ce complexe simplicial un sommet par simplex de l'outre-espace, et puis une arête entre deux sommets si l'un des simplexes est une face de l'autre. Donc l'épine de l'outre-espace, ça ressemble à quelque chose comme ça. Et vous voyez, puisque ces points-là sont manquants, qu'en fait l'outre-espace se rétracte par déformation sur son épine de cette manière-là. Bien, alors en fait, la motivation originelle de Kühler et Voigtmann pour introduire cet outre-espace, c'était que donc maintenant vous avez une action de Houth-Fn sur un complexe simplicial de dimension finie. La dimension de l'outre-espace, c'est 3n-4, ça revient à calculer le nombre maximal d'arêtes possibles dans un graphe dont le groupe fondamental est un groupe libre de rang n. L'épine Kn est de dimension 2n-3. Et ce qu'ont montré Kühler et Voigtmann, c'est que l'outre-espace et donc son épine sont contractiles. Donc finalement, vous avez une action de Houth-Fn sur un espace, sur un complexe simplicial contractile de dimension finie 2n-3. L'action n'est pas libre, mais les stabilisateurs de points sont finis parce que c'est les groupes d'isométrie de graphes finis. Et comme Houth-Fn a un sous-groupe d'indices finis qui est sans torsion, ce sous-groupe d'indices finis a une action libre sur un complexe simplicial contractile. Et ça vous permet de redémontrer par exemple que Houth-Fn est de présentation finie ou d'avoir des informations sur la cohomologie. Donc par exemple, Houth-Fn est de dimension cohomologique virtuelle 2n-3. Donc la dimension cohomologique de ce sous-groupe d'indices finis sans torsion est 2n-3. Voilà, alors, donc ça c'était le premier modèle possible pour l'outre-espace. Je vais maintenant vous en présenter un deuxième, qui est en termes d'action du groupe libre sur des arbres. Donc jusqu'à présent, on a vu un point dans l'outre-espace comme un graphe métrique avec une identification de son groupe fondamental avec le groupe libre Fn. Maintenant, si vous prenez un revêtement universel de ce graphe, eh bien, vous obtenez un arbre simplicial métrique. Et cet arbre simplicial métrique, il vient avec une action par automorphisme de revêtement du groupe fondamental du graphe quotient. Et donc, puisqu'il a été identifié avec Fn, vous avez une action de Fn sur un arbre simplicial métrique. Donc en fait, l'outre-espace, vous pouvez le voir comme l'ensemble des actions. Alors, l'action que vous obtenez est libre. Il faut que j'ajoute minimale, je vais dire dans un instant ce que ça veut dire, par isométrie simpliciale du groupe libre sur des arbres simpliciométriques.
Donc ici, la condition de minimalité, c'est simplement dire que vous n'avez pas de sous-arbre propre qui soit Fn invariant. Et cette condition, au niveau du graphe quotient, elle se traduit par le fait que vous n'avez pas de sommet terminal dans le graphe quotient. Donc je vous ai expliqué comment passer des graphes aux arbres. Réciproquement, si vous avez un arbre avec une action de Fn, eh bien vous regardez le graphe quotient de t par l'action de Fn, et ça va vous donner un graphe qui vient naturellement avec un marquage qui est donné par l'action que vous avez sur l'arbre. Et ici, la relation d'équivalence à considérer, c'est modulo homothétie équivariante. Voilà, donc typiquement à penser, si vous aviez ce graphe dans l'outre espace, et bien maintenant vous allez avoir pensé à ça comme une action de Fn sur un graphe de Cayley, où les arêtes horizontales correspondraient à multipliées par A, donc A agirait avec le long de cet axe, et B agit par translation le long de l'axe vertical. Bien, et alors là aussi, vous avez naturellement une action de out Fn sur cet ensemble. Donc maintenant, on voit un point comme une action de Fn sur un arbre, c'est-à-dire un morphisme de Fn vers le groupe des isométries simpliciales d'un arbre simplicial métrique. Et l'action de out Fn, à nouveau, c'est simplement par précomposition de ce morphisme, peut-être par phi-1 pour avoir une action à gauche. Et bon, pour cette action-là, la bijection que j'ai explicité est out Fn équivariant. Les actions sont les mêmes dans les deux modèles. Alors, dans ce modèle où vous voyez un point de l'outre espace comme une action sur un arbre, il y a là aussi une topologie naturelle dont on a envie de munir l'outre espace, qui consiste à dire que deux arbres dans l'outre espace vont être proches si, quand vous prenez un gros sous-arbre fini dans l'un des deux, eh bien vous allez pouvoir le relever presque isométriquement dans l'autre. Et de plus, les actions de gros sous-ensembles finis de Fn sur ces sous-arbres finis vont être à peu près les mêmes à epsilon près dans les deux arbres. Donc ça, c'est une définition qui a été proposée par Paulin, qu'il a appelée la topologie de Gromov-Hausdorff équivariante. Donc, c'est la topologie sur l'outre espace vue dans ce modèle des arbres, pour laquelle une base de voisinage d'un arbre T est donnée par les ensembles que je vais noter U, X, Y, epsilon de T. Alors qu'est-ce que c'est que ces indices-là? Donc X, c'est un sous-arbre fini, pensez à un gros sous-arbre fini dans l'arbre T, donc l'ensemble convexe d'un nombre fini de points. Y, c'est un gros sous-ensemble fini de Fn. Bon, peut-être en fait je vais prendre aussi X, un sous-ensemble fini, mais pensez, c'est la même chose en fait, parce que vous pensez qu'un sous-arbre fini, c'est l'enveloppe convexe de ce sous-ensemble fini. Et epsilon, strictement positif. Et qu'est-ce que c'est que cet ensemble-là? Eh bien, c'est l'ensemble des arbres T' dans l'outre espace. Alors, je vais peut-être le prendre non projectifié ici. Oui. Je vais définir la topologie sur l'outre espace, d'abord non projectifié, mais ensuite vous mettez simplement la topologie quotient sur l'outre espace projectifié. De sorte qu'on a vraiment des vraies actions sur des arbres dont les longueurs d'arête sont bien définies et pas seulement définies à homothétie près. Donc une base de voisinage, ça va être l'ensemble des arbres pour lesquels
il existe, disons, une application θ entre l'ensemble X dans T et l'arbre T', vous pouvez trouver un sous-ensemble fini de points dans T', qui est tel que, si vous prenez 2 X et Y dans X et un élément G dans ma partie finie de Fn, eh bien, la distance entre X et Gy dans T, c'est à epsilon près la même que la distance dans T' entre l'image de X et G fois l'image de Y. À epsilon près. Ça, c'est exactement dire que mon sous-ensemble fini dans T, je peux le relever presque isométriquement à T' avec une action de Fn, ou en tout cas de ce gros sous-ensemble fini, qui est presque la même. Et donc la topologie sur l'outre-espace projectifié, c'est la topologie quotient de la topologie définie ici. Et en fait, cette topologie-là, c'est la même que la topologie que j'avais décrite dans le premier modèle de l'outre-espace en termes de graphe. Alors je ne sais pas exactement à qui je dois attribuer ce fait-là, en tout cas ça apparaît dans un article de Girardel et Levitt. Ces deux topologies coïncident. C'est-à-dire que si vous partez d'un arbre dans l'outre-espace, la seule manière d'obtenir un arbre qui est proche en ce sens-là, c'est peut-être de perturber légèrement les longueurs d'arêtes, éventuellement éclater des très petites arêtes de longueur epsilon. Quand vous étiez sur une face d'un simplex, vous pouvez rentrer très légèrement à l'intérieur du simplex, mais c'est tout ce que vous pouvez faire. Voilà. Donc, à partir de maintenant, je vais surtout travailler avec ce modèle de l'outre-espace en termes d'action de Fn sur des arbres. Et je vais maintenant utiliser ce modèle des arbres pour vous présenter une manière de compactifier l'outre-espace. Pour la compactification pour laquelle les points du bord vont encore être des actions du groupe libre sur des arbres, mais cette fois les arbres que vous devez considérer ne vont plus être des arbres simpliciaux, mais il va falloir travailler plus généralement dans la classe des arbres réels, définis comme suit. Donc un arbre réel, c'est un espace métrique qui est géodésique et uniquement connexe par arc. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous prenez deux points dans votre espace, il existe un unique arc topologique plongé qui les rejoint, et cet unique arc topologique plongé, il est en fait géodésique, c'est-à-dire qu'il est isométrique à un segment de longueur, la distance entre les deux points. Donc un arbre réel, ce n'est pas forcément simplicial. Pensez par exemple un peigne dans R2, c'est un arbre réel en ce sens, mais il n'est pas simplicial parce que l'ensemble des points de branchement dans la droite réelle est dense dans la droite réelle. Bien, alors maintenant, le théorème qui va nous permettre de compactifier l'outre-espace via des actions de Fn sur des arbres réels, c'est le suivant. Donc, la première partie est due essentiellement à Paulin sous cette forme. Il y a une version de ce résultat qui est due à Kühler et Morgan. C'est que, donc si maintenant vous plongez l'outre-espace dans le plus gros espace de toutes les actions de Fn sur des arbres réels, donc je plonge l'outre-espace dans l'espace de toutes les actions, disons minimales, et par isométrie de Fn sur des arbres réels, non réduits à un point. D'accord, donc j'ai un espace d'action sur des arbres simpliciaux, je le plonge dans l'espace de toutes les actions sur des arbres réels, modulo homothétie équivariante. Eh bien, ce plongement, il est d'adhérence compacte, l'adhérence de l'image est compacte, donc ça vous donne une compactification
de l'outre-espace. Et maintenant, les arbres que vous trouvez dans le bord, qui arrivent comme limite d'arbres à l'intérieur de l'outre-espace, ont été complètement décrits par les travaux successifs de Cohen-Lustisch, qui ont déterminé quelles sont les actions simpliciales qu'on trouve dans le bord de l'outre-espace, puis de Bezvina et Fein, qui ont complété la description. Et on sait que l'adhérence de l'outre-espace dans cet espace d'arbres, qui est lui aussi muni de la même topologie de Gromov-Hausdorff équivariante, c'est exactement, les arbres au bord, c'est exactement les actions minimales et par isométrie qui sont très petites sur des arbres réels, toujours modulo homothétie équivariante. Alors évidemment, il faut que je vous définisse ce qu'on appelle une action très petite de Fn sur un arbre réel. Donc ça, c'est essentiellement ça donne des restrictions sur les stabilisateurs possibles dans l'arbre. Donc si vous avez une action par isométrie de Fn sur un arbre réel, elle est dite très petite si, d'une part, les fixateurs d'arcs non dégénérés dont T sont monogènes et stables par racine. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous prenez un segment de longueur strictement positive dans l'arbre, eh bien son stabilisateur, il doit être monogène, c'est-à-dire soit trivial, soit isomorphe à Z, et il doit être de plus stable par racine, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être engendré par une puissance propre d'un élément de Fn. Son générateur doit être primitif dans Fn, au sens où ce n'est pas une puissance propre. Donc ça vous donne une condition sur les stabilisateurs d'arc dans les points au bord de l'outre-espace. Et la deuxième condition, c'est que les fixateurs de tripodes non dégénérés, donc de sous-arbres de T de cette forme-là, sont triviaux. Donc un contrôle sur les stabilisateurs d'arc et pas de stabilisateur de tripode. Alors je voudrais vous donner une esquisse de la démonstration de ce théorème pour qu'on voit un petit peu quel genre de méthodes sont utilisées pour comprendre ces actions sur des arbres réels qui arrivent au bord de l'outre-espace. Avant ça, je vais vous donner quelques exemples d'arbres que l'on trouve au bord de l'outre-espace. Donc, les premiers exemples qui sont sans doute les plus simples, c'est que vous avez dans le bord de l'outre-espace des actions qui sont simpliciales, mais non libres, c'est-à-dire pour lesquelles vous avez des points qui ont un stabilisateur non trivial. Comment est-ce que vous obtenez une telle action? Eh bien, partez de ce point à l'intérieur de l'outre-espace et venez simplement faire tendre la longueur d'une des arêtes vers 0, ce qui revient au niveau de l'arbre à faire tendre les longueurs de toutes les arêtes horizontales vers 0. Et à la limite, ce qui va se passer, c'est que l'axe de A va être écrasé en un point, donc vous avez un point qui va être fixé par A, et l'arbre que vous obtenez, c'est un arbre simplicial, mais donc tous les sommets ont un stabilisateur non trivial et sont de valence infinie. Cet arbre, c'est exactement l'arbre de basse-serre de ce scindement de F2. Donc c'est une action simpliciale pour laquelle les stabilisateurs d'arêtes ici sont triviaux. Le théorème vous stipule qu'il y a aussi dans le bord de l'outre-espace des actions simpliciales, mais pour lesquelles vous avez des stabilisateurs d'arêtes non triviaux. Il se pourrait par exemple que A fixe pas uniquement un point, mais plus généralement un certain arc de longueur strictement positive. Ça, c'est aussi un arbre que vous allez trouver dans le bord de l'outre-espace. C'est exactement l'arbre que vous obtenez en partant de celui-ci et en commençant à plier cette arête-là avec son translaté par A le long d'une longueur L. Ça va créer un stabilisateur d'arc
engendré par A. Bien, mais dans le bord de l'autre espace, vous avez aussi des actions qui sont non simpliciales, et c'est pour ça que c'était important de travailler dans cette classe des arbres réels. Et la manière la plus simple de créer des actions non simpliciales au bord de l'autre espace, c'est de considérer des actions qui sont duales à des feuilletages singuliers mesurés sur T surfaces. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, partez d'une surface à bord non vide, par exemple un tore avec une composante de bord. Le fait que le bord est non vide, ça vous permet d'assurer que le groupe fondamental de la surface est bien un groupe libre. Et maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un feuilletage singulier sur la surface? Eh bien, donc, vous imaginez un feuilletage sur la surface, vous autorisez un nombre fini de singularités en lesquelles le feuilletage ressemble à quelque chose comme ceci, avec un nombre de branches qui peut varier arbitrairement. Voilà, alors peut-être une autre façon de dessiner ce feuilletage singulier sur un tore à une composante de bord, c'est de le voir comme un échange d'intervalles. Donc vous partez d'un segment 0, 1, prenez un certain réel lambda entre 0 et 1, et puis faites partir une bande d'épaisseur lambda de cette manière-là. Et de l'autre côté, je vais faire partir une bande d'épaisseur 1 moins lambda. Donc cet objet que je dessine, c'est une surface, c'est en fait un tore avec une composante de bord. Donc la courbe qui est ici, vous pouvez vérifier qu'elle est connexe, et c'est la composante de bord de mon tore, et cette surface-là est de genre 1. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que le feuilletage dans ce modèle-là? Eh bien, considérez simplement un feuilletage vertical sur les bandes. Ça vous donne un feuilletage de la surface. C'est un feuilletage qui est singulier parce que vous voyez par exemple qu'ici, au niveau de la composante de bord, vous avez une singularité. Donc vous avez ce feuilletage singulier sur la surface. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il est mesuré? Ça veut dire que vous associez à chaque arc transverse au feuilletage une mesure, une longueur, et cette association est invariante par isotopie qui préserve les feuilles. Donc, la mesure transverse est invariante par translation le long des feuilles. Ici, pensez simplement que la mesure transverse serait donnée par l'épaisseur des bandes que j'ai dessinées. Bien, et donc à partir de ce complexe de bandes, eh bien, je vais regarder ce qui se passe au revêtement universel. Donc si je regarde le revêtement universel de ce complexe de bandes, je vais obtenir quelque chose comme ça. Donc j'ai un complexe de bandes qui est maintenant simplement connexe, qui est muni d'un feuilletage vertical naturel, et puisque le groupe fondamental de la surface quotient c'est un groupe libre, eh bien vous avez une action de Fn par automorphisme de revêtement sur ce complexe de bandes. Et maintenant, l'affirmation, c'est que si vous écrasez chacune des feuilles du feuilletage F tilde revêtement universel en un point, eh bien ce que vous obtenez, c'est un arbre, c'est en fait un arbre réel, muni d'une action par isométrie du groupe libre. Ça, bon, ça vient de la structure de ce complexe de bandes qui est notamment simplement connexe. Et ce qui se passe, c'est que si vous prenez par exemple lambda irrationnel, vous allez obtenir un feuilletage pour lequel toutes les feuilles sont denses dans la surface. Et ça, au revêtement universel, ça se traduit en disant que toutes les orbites de points sous l'action de Fn sont denses dans l'arbre. Donc si lambda est irrationnel, l'arbre que vous obtenez n'est pas un arbre simplicial puisque toutes les orbites de points sont denses. Et qu'est-ce que c'est que les stabilisateurs de points dans cet arbre? Eh bien, si vous avez un point qui a du stabilisateur, ça veut dire qu'au quotient, vous avez une feuille fermée dans la surface.
Et la seule manière d'avoir une feuille fermée ici dans la surface, ce serait d'avoir un anneau qui serait feuilleté par des courbes parallèles. Si vous avez un anneau qui est feuilleté par des courbes parallèles, le revêtement universel, ça va vous donner dans l'arbre un arc de longueur, l'épaisseur de cet anneau, et qui va être stabilisé par l'élément C qui correspond à la courbe dans la surface. Donc finalement, les seuls stabilisateurs d'arc que vous avez dans cette action viennent d'anneaux feuilletés par des courbes parallèles, et donc l'arbre que vous obtenez est un arbre très petit. Donc regarder des actions duales à des feuilletages vous permet de construire des actions sur des arbres réels qui sont non simpliciales dans le bord de l'outre-espace. Alors maintenant, lorsque n est égal à 2, Kühler et Volkmann ont montré que dans le bord de l'outre-espace en rang 2, ce sont les seules actions que vous trouvez. Toute action est soit simpliciale, soit duale à un feuilletage sur une surface. Par contre, dès que n est supérieur ou égal à 3, vous avez une variété encore beaucoup plus riche d'actions au bord de l'outre-espace. Et en particulier, il y a dans le bord de l'outre-espace à la fois des actions qui sont duales à des feuilletages sur des deux complexes feuilletés mais qui ne sont pas des surfaces. Donc des complexes simpliciales de dimension 2, mais où vous pouvez avoir du branchement, hein, vous n'êtes pas une surface. Et vous pouvez aussi avoir des actions qui sont non géométriques, c'est-à-dire qui ne sont pas duales à un feuilletage mesuré sur un deux complexe. Voilà, donc là, vous avez une très large variété d'actions dans le bord de l'outre-espace en rang n supérieur ou égal à 3. Bien, donc je voudrais maintenant vous donner une idée de la démonstration de ce théorème de compactification de l'outre-espace. Et alors, je vais dire un mot de la compacité, mais je vais surtout m'attacher à vous expliquer pourquoi les actions au bord sont exactement les actions très petites sur des arbres réels. Alors, pour la compacité, bon, vous avez donc une suite d'actions du groupe libre sur des arbres simpliciométriques et vous voulez en extraire une suite qui converge vers une action sur un arbre réel. Alors, il y a un outil général qui vous permet, étant donné une suite d'espaces métriques, d'en prendre une limite, c'est ce qu'on appelle une ultralimite. Et si vous utilisez cet outil, vous pouvez avoir à la limite une action de Fn sur un espace métrique que je vais appeler x oméga. Le point, c'est que comme tous ces espaces-là sont des arbres, ils sont en particulier zéro hyperboliques. Hein, ils sont hyperboliques au sens de Gromov, mais les triangles sont dégénérés en des tripodes. Donc ça veut dire hyperbolique avec constante delta égale à 0. Et cette condition de zéro hyperbolicité, elle passe à la limite. Donc ici, votre espace x oméga, il est lui aussi zéro hyperbolique, mais un espace métrique géodésique qui est zéro hyperbolique, c'est un arbre réel. Donc en fait, vous obtenez une action de Fn sur un arbre réel, et si vous choisissez bien les points bases dans les arbres TI pour construire cette ultralimite, vous pouvez vous arranger pour que l'action à la limite soit sans point fixe global. Si l'action est sans point fixe global, il vous suffit alors de considérer un sous-arbre minimal pour l'action de Fn sur x oméga, et ça va vous donner une action de Fn minimale et par isométrie sur un arbre réel, qui sera une valeur d'adhérence des actions dont vous êtes parti. Voilà, alors maintenant je veux prendre un moment pour discuter ce deuxième point. Les actions au bord de l'outre-espace sont exactement les actions très petites. Alors,
Pour montrer ça, je vais commencer par vous énoncer un fait général concernant les actions de Fn sur des arbres réels, qui est le suivant. Donc, si vous avez une action de Fn par isométrie sur un arbre réel, bien la dynamique d'un élément du groupe agissant sur l'arbre, vous fixez un élément du groupe et vous regardez sa dynamique sur l'arbre, elle peut prendre exactement deux formes. Soit G fixe un point dans l'arbre, il peut éventuellement en fixer plusieurs, mais il fixe au moins un point dans l'arbre. Dans ce cas-là, on dira que G est elliptique. Ou sinon, G agit sur l'arbre T avec un unique axe de translation, ce qui veut dire que vous pouvez trouver une copie de la droite réelle dans votre arbre T qui est laissée invariante par G et le long de laquelle l'action de G est simplement une translation par une certaine longueur que je noterai comme une norme de G dans T et qu'on appelle la longueur de translation de G dans T, qui est aussi le déplacement minimal d'un point de T sous l'action de G. Alors ça c'est en fait assez facile à établir. Supposons que G ne fixe aucun point dans T. Prenons un point X au hasard dans l'arbre T et regardons ces images successives sous l'action de G. Donc je regarde le tripode en particulier formé par X, Gx et G carré X, qui ressemble à ça en position générale. Maintenant, si je considère le milieu M du segment XGX, eh bien son image par l'action de G, elle se trouve ici. Et Gm est différent de M parce que j'ai supposé que G ne fixait pas de point. Maintenant, si vous continuez à translater le dessin, vous allez voir que les itérés successifs de M sous l'action de G sont tous alignés sur une droite, et c'est cette droite qui va être l'axe de G. Et c'est bien l'unique axe invariant, parce que maintenant, si vous prenez un point quelque part ailleurs, hors de l'axe de G, qu'est-ce que c'est que ces images successives sous l'itération de G? Pour les déterminer, vous commencez par projeter Y sur l'axe de G. Vous regardez l'image de ce point par G, elle est ici, à une distance qui est égale à la longueur de translation de G. Et maintenant, puisque l'action est par isométrie, l'image de ce segment, c'est un segment qui se projette sur Gπ de Y. Donc l'image de Gy est ici, G carré Y va être là, etc. etc. Ils ne sont pas alignés sur le long d'une droite. En particulier, ce que montre cet argument, c'est que pour tout Y dans l'arbre, la distance de Y à Gy, elle est égale à la longueur de translation de G dans T, plus 2 fois la distance de Y à l'axe de G. Donc la longueur de translation plus 2 fois la distance à l'axe. Voilà, alors ce fait-là, je vais l'utiliser pour démontrer, c'est la première chose qu'il me faut faire, que toutes les actions au bord de l'outre-espace sont très petites. Alors j'ai deux conditions à vérifier, une condition sur les stabilisateurs d'arc et une condition sur les stabilisateurs de tripode. Je vais n'en vérifier qu'une au tableau. Disons que je vais vérifier par exemple la condition sur les stabilisateurs de tripode, mais c'est le même genre d'argument qui permet aussi de vérifier celle sur les stabilisateurs d'arc. Donc, je me donne un arbre T qui est limite d'arbre dans l'outre-espace, et je veux montrer que les stabilisateurs de tripode dans T sont triviaux. Bon, supposons par contradiction qu'on puisse trouver un tripode non dégénéré, appelons-le tau, tel que G tau soit égal à tau pour un certain élément du groupe non égal à l'identité. Donc ce tripode, je vais l'appeler XYZ, on appelle XYZ les sommets, et je vais noter A, B et C, les longueurs de ces trois branches. Qu'est-ce que me dit la convergence en topologie de Gromov-Hausdorff équivariante? Eh bien, la convergence me dit que dans Tn, je peux relever presque isométriquement ce tripode, donc je peux trouver des points Xn, Yn, Zn, qui forment un tripode dont les longueurs sont approximativement
A, B et C à une erreur epsilon près, où je peux choisir epsilon très petit devant A, B et C. Mais surtout, ces convergences en topologie de Gromov-Hausdorff équivariantes, c'est-à-dire que je peux supposer que l'action de G sur tau ressemble fortement à l'action de G sur ce tripode d'Antn. C'est-à-dire que donc G fixé x, y et z, je peux supposer que G déplace très peu xn, yn et zn. Et maintenant, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les points, au vu de la formule que j'ai écrite là-bas, ça veut dire que les points xn, yn et zn, ils doivent être très proches, à distance au plus epsilon, de l'axe de G dans Tn. Et ça, c'est évidemment impossible, puisque les trois points ne peuvent pas être proches d'une unique droite. Donc ça vous montre que les stabilisateurs de tripode dans un arbre au bord de l'outre espace sont triviaux. Et c'est un argument du même style qui vous permet de montrer que les stabilisateurs d'arc sont monogènes et stables par racine. Alors, ce fait-là, le fait que les points au bord sont des actions très petites, avait été démontré initialement par Cohen et Lustisch, puis redémontré par Paulin, et la démonstration que je vous ai présentée est en fait celle de Paulin. Bien, donc maintenant, il me faut réciproquement montrer que toute action très petite de Fn sur un arbre réel peut être approximée par des actions simpliciales libres. Alors la première chose que je vais montrer, et c'est un argument de Cohen et Lustisch, c'est que toute action simpliciale, très petite, est approximable par des actions simpliciales libres. Alors, en fait, donc une action simpliciale très petite, si elle est à stabilisateur d'arêtes triviaux, quelque chose comme ça, en fait c'est facile parce que pour l'approximer, il suffit de venir éclater ce point qui a un stabilisateur non trivial par un tout petit pétale qui serait étiqueté par A. Ça va vous donner une approximation de cet arbre-là. Donc vraiment la difficulté, en fait, c'est d'approximer une action dans laquelle vous avez un stabilisateur d'arc de longueur L strictement positive, un arc de longueur L strictement positive à stabilisateur non trivial. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Donc partons de cette action de F2 sur son arbre de Cayley, où disons que l'axe de A serait cet axe horizontal et l'axe de B est cet axe vertical. À la limite, il faut que je rende A elliptique. Il faut que A fixe un point à la limite. Donc pour faire ça, je suis obligé de faire converger les longueurs d'arête horizontale vers 0. Bon, mais si je me contente de faire ça, l'arbre que je vais obtenir à la limite, ça va être cet arbre-là, pas celui avec un stabilisateur d'arc non dégénéré. Donc pour faire apparaître ce stabilisateur d'arc non dégénéré, il faut qu'en même temps que je réalise cette opération, j'en réalise une autre qui consiste à plier l'axe de A d'une longueur L, qui est la longueur de l'arc à la limite, le long de l'axe de B. Qu'est-ce que j'entends par là? Donc vous prenez l'axe de A et puis vous effectuez comme ça un pliage sur une longueur L, de sorte que maintenant les positions respectives de l'axe de A et de l'axe de B sont les suivantes. Donc l'axe de B est toujours vertical, mais j'ai plié l'axe de A d'une longueur L le long de l'axe de B. Et pensez que, puisqu'en même temps j'ai fait tendre la longueur des arêtes horizontales vers 0, un domaine fondamental sur l'axe de A est très court.
Donc ça, ce serait l'image dans Tn. Pourquoi est-ce que cette action-là va converger vers un arbre avec un stabilisateur d'arête non trivial? Eh bien parce que vous voyez ici, maintenant ce qui se passe, c'est que sur l'axe de B, j'ai deux points qui sont à distance L et qui sont très peu déplacés par A. Ça, à la limite, ça va me dire que sur l'axe de B, je vais avoir deux points à distance L qui seront fixés par A, et c'est exactement avoir un chevauchement de longueur L entre l'axe de B et l'ensemble des points fixes de A, ce qui crée cet arc à stabilisateur non trivial. Donc cet argument-là vous permet d'approximer en général les actions simpliciales à stabilisateur d'arête triviaux ou Z par des actions simpliciales libres. Donc maintenant, il s'agit d'approximer les actions non simpliciales par des actions simpliciales. La première partie, c'est un argument de Leavitt et Paulin, qui apparaît aussi sous une forme un peu différente dans un article de Gaboriau et Leavitt, qui consiste à approximer toute action très petite par des actions très petites qui sont géométriques, c'est-à-dire duales à un feuilletage sur un certain complexe feuilleté. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, l'idée, c'est, donc si vous cherchez à approximer un arbre T, vous allez partir d'un gros sous-arbre fini K dans l'arbre T, et je vais aussi me donner une base x1 jusqu'à xn de fn, et je vais supposer que mon arbre K, j'ai choisi suffisamment gros, de sorte que l'intersection entre K et son translaté par chacun de ces éléments de la base est non vide. Et maintenant, je vais faire la construction suivante. Donc j'ai mon arbre K, et je sais par exemple que son intersection avec x1k est non vide. Peut-être que x1k se trouve ici. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais construire un complexe de bandes sur K en mettant une bande étiquetée par x1 entre ce sous-ensemble de K et son image par x1 qui est encore dans K. Donc je vais mettre une bande ici entre cette partie-là et celle-ci qui est étiquetée par x1 et qui m'indique le fait que cet intervalle-là est envoyé sur celui-ci par x1. Et je mets comme ça une bande pour chacun des générateurs de xn. Je vais mettre le feuilletage vertical sur mes bandes, ça me donne un 2 complexe feuilleté, et si je passe au revêtement universel et je considère l'arbre dual, j'obtiens un arbre TK qui est un arbre géométrique. Mais maintenant, le point, c'est que cette construction assure que vous avez toujours une application qui est un Lipschitzienne de cet arbre TK vers l'arbre T dont vous êtes parti, et qui est isométrique en restriction à K. Comment est-ce que vous définissez cette application? Donc si je regarde au revêtement universel, je vois quelque chose comme ça. Donc j'ai K. Ici, j'ai une autre copie de K que je pense comme étant x1K avec une bande qui les rejoint, et puis j'ai d'autres bandes qui partent comme ceci. Donc, pour définir mon application vers T, je vais envoyer cet arbre K sur l'arbre K vu comme un sous-arbre de T. Et ensuite, j'ai envoyé cet arbre sur x1K. Et cette application, elle est bien définie parce que les points qui sont ici sont bien envoyés sur la même chose que les points qui sont ici, par définition de cette bande-là. Donc j'ai bien une application de TK vers T qui est isométrique en ce gros sous-arbre fini K. Maintenant, si vous exhaustez T par une réunion croissante de sous-arbres finis KI de plus en plus gros, eh bien, les arbres TKI vont tous avoir des morphismes vers T, mais qui sont isométriques en restriction à des sous-arbres de plus en plus gros. Donc les TKI vont converger en topologie de Gromov-Hausdorff équivariante vers l'arbre T. Et notez que quand vous faites cette construction, vous ne créez pas de nouveaux stabilisateurs d'arc ou de tripode dans TK, et donc vous avez bien une approximation
par des actions qui sont très petites. Et donc, pour finir la démonstration du fait que les actions au bord sont exactement les actions très petites, c'est-à-dire que toute action très petite est au bord, eh bien, il reste à voir, et c'est ce que font Bezvina et Fein en utilisant un outil qu'on appelle la machine de Rips. Il reste à voir que toute action géométrique très petite est approximable par des actions simpliciales. Alors, il y a deux cas à considérer. Il y a un premier cas particulier, qui est le cas d'une action géométrique minimale, c'est-à-dire le cas où je suppose que toutes les feuilles, et même disons toutes les demi-feuilles, sont denses dans le feuilletage, sont denses dans le 2 complexe. Et ici, l'idée pour approximer, c'est de couper le feuilletage le long d'un arc transverse. Alors, je ne vais pas faire une démonstration générale, mais je vais illustrer l'idée dans le cas d'un feuilletage sur une surface. Donc, vous partez d'un feuilletage singulier mesuré sur une surface, donc vous supposez que toutes les feuilles sont denses. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper la surface à partir de la composante de bord le long d'un petit arc. Donc j'obtiens une nouvelle surface qui ressemble à ça. Et le point important, c'est que puisque toutes les feuilles étaient denses, puisque même toutes les demi-feuilles étaient denses, eh bien toutes les demi-feuilles, au bout d'un moment, venaient intersecter mon petit arc jaune que j'ai coupé. Donc maintenant, l'image des feuilles après avoir découpé, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des feuilles qui sont devenues finies de chaque côté, puisqu'elles viennent, au bout d'un moment, taper sur la composante de bord. Donc en fait, toutes les feuilles sont devenues des arcs sur la surface. C'est des arcs qui sont tous 2 à 2 disjoints. Et donc, il n'y a qu'un nombre... il y a une borne sur le nombre d'arcs 2 à 2 disjoints et non parallèles que vous pouvez dessiner dans une surface. Donc en fait, à isotopie près, vous n'avez qu'un nombre fini de tels arcs dans la surface. Donc c'est comme si vous aviez un nombre fini d'arcs qui ont chacun une certaine épaisseur. Et bien maintenant, l'arbre dual a un ensemble d'arcs sur une surface. C'est un arbre simplicial qui va avoir en fait une orbite d'arête pour chacun des arcs, dont la longueur, ça va être l'épaisseur transverse de l'arc correspondant. Et donc, en faisant cette approximation et en coupant suivant des intervalles de plus en plus courts, vous approximez l'arbre T par des arbres simpliciaux. Donc ça vous traite le cas où toutes les feuilles sont denses. Et maintenant, dans le cas général, vous utilisez un résultat qui est une version d'un théorème d'Imanishi qui vous dit que si vous partez d'un complexe de bandes obtenu comme ceci, eh bien vous allez toujours pouvoir le décomposer en un certain nombre de morceaux minimaux. Et ces morceaux minimaux, ils sont recollés entre eux, soit suivant possiblement des feuilles compactes, ou soit il se peut que vous ayez des anneaux feuilletés par des courbes parallèles entre deux composantes minimales.
Bon, mais maintenant, il vous faut un théorème de combinaison, d'une certaine manière, où vous êtes capable d'approximer chacune des composantes minimales. Alors, il y a un argument, si vous poussez un petit peu l'argument, lorsque vous avez un F2 comme ça, qui est elliptique dans l'arbre, vous pouvez le laisser elliptique dans chacune des approximations. Donc, ça vous permet de recoller ensemble les approximations. Et ensuite, quand vous avez des parties, des anneaux feuilletés par des courbes parallèles, ça va correspondre à des arcs de longueur strictement positive à stabilisateur non trivial. Et pour faire l'approximation, il faut utiliser la même idée que ce que j'ai présenté dans le cas simplicial, à savoir approximer ces deux morceaux et en même temps plier l'un d'une certaine longueur le long de l'axe de cet élément-là. Enfin bon, vous avez une technique, vous approximez chacune des composantes minimales et après, il y a des moyens de recoller les morceaux pour approximer l'arbre initial dont vous êtes parti. Voilà, alors je ne vais pas en dire plus sur la démonstration de ce théorème. Ce que je voudrais faire dans la dernière partie du cours d'aujourd'hui, c'est aborder donc la question que j'avais soulevée initialement, de chercher des phénomènes de courbure négative pour route Fn, et en particulier d'écrire un analogue au complexe des courbes, qui sera un complexe hyperbolique muni d'une action intéressante de route Fn. Alors là encore, avant que ne soit démontrée l'hyperbolicité d'un tel analogue au complexe des courbes, on avait déjà entrevu des indices de présence de courbure négative dans OutFN. Par exemple, vous aviez un résultat d'Algom-Kfir qui vous disait que les éléments génériques de OutFN agissent sur l'outre-espace avec des axes de translation qui ont des propriétés de contraction qui sont analogues à celles qu'on attendrait dans un espace hyperbolique. Vous aviez déjà des indices de présence de courbure négative dans OutFN. Mais il a fallu attendre 2011 pour avoir la démonstration de l'hyperbolicité, en fait non pas d'un, mais de deux analogues possibles au complexe des courbes pour OutFN, que je voudrais vous présenter maintenant. Alors je vais essentiellement en présenter un en détail, et le deuxième, si j'ai le temps à la fin du cours d'aujourd'hui, je vous en dirai un mot, et sinon j'en parlerai la prochaine fois. Je vais vous parler de ce qu'on appelle le complexe des scintements libres. Alors qu'est-ce que c'est? Donc déjà, qu'est-ce qu'un scintement libre? Du groupe libre? Eh bien, vous pouvez y penser comme à une décomposition de Fn en un graphe de groupe dont tous les groupes d'arêtes sont triviaux. De manière équivalente par la théorie de Basser, un scintement libre de Fn, vous pouvez voir ça comme une action simpliciale. Alors il faut que j'ajoute minimale et non triviale du groupe libre sur un arbre simplicial. Et la condition importante, c'est que dans ces actions, j'impose que les stabilisateurs d'arête soient triviaux. D'accord, donc c'est donc en fait exactement une action simpliciale de Fn que vous trouvez soit comme un point à l'intérieur de l'outre-espace, soit comme un point dans la complétion simpliciale de l'outre-espace. C'est-à-dire que vous partez d'un graphe dans l'outre-espace et éventuellement vous écrasez des pétales en des points. Ça vous donne des actions libres, mais peut-être avec des stabilisateurs de sommet, mais sans stabilisateur d'arête. Donc, des exemples. Vous pouvez aussi penser, si vous considérez une décomposition de Fn en produit libre, eh bien c'est un scintement libre de Fn. L'arbre correspondant, c'est l'arbre de Basser de ce scintement, qui est un arbre simplicial dont les sommets correspondent aux cossètes de A et de B. Ou une décomposition une décomposition HNN du groupe libre. Bien, et maintenant, à partir de ces objets combinatoires, eh bien, on définit le complexe des scintements libres. C'est le complexe simplicial
dont les K simplex correspondent au scindement libre à K plus une orbite d'arête. Et pour lequel une face d'un K simplex s'est obtenue à partir de ce scindement libre en écrasant un certain nombre d'arêtes. Donc les faces correspondent aux écrasements d'arêtes. Donc vu la remarque que je faisais sur le fait que les scindements libres, c'est les actions dans la complétion simpliciale de l'outre espace, en fait, le complexe des scindements libres, ce n'est rien d'autre que la complétion simpliciale de l'outre espace. C'est-à-dire l'outre espace projectifié auquel vous ajoutez, je vous avais dit que c'était une sorte de complexe simplicial à face manquante, et bien vous ajoutez simplement les faces manquantes et ça vous donne le complexe des scindements libres. Donc, d'une certaine manière, de même que le complexe des courbes encodait la combinatoire à l'infini de l'espace de Teichmüller, eh bien, ce complexe des scindements libres, vous pouvez le voir comme encodant la combinatoire à l'infini de l'outre espace. C'est le théorème important démontré par Hundel et Mosher en 2011, c'est que ce complexe des scindements libres, que je vais noter Fs, est un complexe qui est hyperbolique au sens de Gromov de diamètre infini. C'est important qu'il soit de diamètre infini parce qu'encore une fois, tout complexe, tout espace borné est hyperbolique au sens de Gromov. Donc ce serait pas... Le théorème ne serait pas intéressant s'il n'était pas de diamètre infini. En fait, le fait que ce soit de diamètre infini, on verra ça plutôt la semaine prochaine, où je vais vous introduire un autre complexe hyperbolique et vous parler un petit peu de leur bord à l'infini. Donc on verra des exemples de suites qui tendent à l'infini dans ce complexe simplicial. Alors, donc je voudrais maintenant vous donner une idée d'une démonstration de cette hyperbolicité. Alors la démonstration que je vais vous proposer, ce n'est pas la démonstration originelle de Handel et Mosher, c'est une démonstration que j'ai obtenue en collaboration avec Arnaud Hillion et qui est en un sens une réinterprétation de la démonstration originelle de Handel-Mosher, mais dans un autre modèle du complexe des scindements libres que je vais vous présenter maintenant. Donc il y a une autre façon de voir un scindement libre de Fn qui est un peu plus géométrique, qui est la suivante. Donc je vais considérer Mn, qui est une variété de dimension 3, qui est un double corps à anse. C'est défini comme une somme connexe de n copies de S1 croix S2. Un cercle croix une sphère. À quoi est-ce que ça ressemble, cette variété-là? Donc si vous prenez S1 croix D2, c'est un tore plein. Une somme connexe de n copies de S1 croix D2, c'est un corps à anse. Donc imaginez une surface, mais qui serait remplie à l'intérieur. Ça, c'est une variété de dimension 3 à bord. Ça, c'est la somme connexe de n copies de S1 croix D2. Et pour obtenir Mn, il faut que vous preniez une deuxième copie de ce corps à anse et que vous recolliez ces deux copies via l'application identité le long de leur bord commun. De sorte que ce disque-là est identifié à celui-ci le long de leur frontière commune. Et en identifiant deux disques le long de leur frontière commune, vous obtenez une des copies de cette sphère S2. Voilà, donc ça, c'est une variété dont le groupe fondamental est un groupe libre de rang n. Je vais fixer une fois pour toutes une identification ici entre ce groupe fondamental et Fn en choisissant une base pour le pi1 de ma variété. Et donc maintenant, si vous prenez une sphère dans Mn, le théorème de Van Kampen vous dit qu'une sphère dans Mn, ça vous définit un scindement du groupe fondamental de Mn, donc un scindement de Fn au-dessus du groupe fondamental de la sphère que vous considérez. Mais le groupe fondamental d'une sphère, c'est trivial. Donc en fait, une sphère dans Mn, ça vous définit un scindement libre du groupe libre. Plus généralement, vous êtes pas, je dis une sphère, mais vous pouvez considérer une collection de sphères 2 à 2 disjointes. Donc j'appellerais ça un système de sphères
un système de sphères, ça sera une collection de sphères essentielles plongées dans Mn. Par essentiel, j'entends que la sphère ne borde pas une boule, donc celle-là ne serait pas essentielle. Par contre, celle que j'ai dessinée ici l'est. C'est une collection de sphères essentielles plongées dans Mn qui sont disjointes. Disjointes ou 2 à 2 disjointes. En fait, ça ne fera pas de différence pour la suite. Et 2 à 2 non isotopes, non homotopes. Bien, donc ce que je disais, c'est qu'un système de sphères, plus généralement, ça vous définit, un système de K-sphères, ça vous définit un scindement libre à K arête, à K orbite d'arête du groupe libre. Et en fait, réciproquement, Stallings a montré que tout scindement libre du groupe libre peut se réaliser par une sphère dans ce double cohérence. Donc en fait, vous avez une bijection entre les systèmes de sphères modulo homotopie dans Mn et les scindements libres du groupe libre, peut-être modulo homéomorphisme équivariant. D'accord, donc finalement, le complexe des scindements libres, vous pouvez aussi y penser comme étant le complexe des sphères dans cette variété. C'est donc le complexe simplicial dont les cas simplexes correspondent au système de K plus une sphère dans M. Et peut-être cette définition-là fait un peu mieux transparaître l'analogie avec la définition du complexe des courbes d'une surface. Vous regardez les systèmes de K plus une courbe sur la surface. Bien, donc je vais vous esquisser la preuve de l'hyperbolicité du complexe des sphères, donc, dans ce modèle-là. Et pour ça, je vais avoir besoin d'un critère pour démontrer qu'un espace métrique est hyperbolique. Le critère que je vais utiliser, c'est le critère qu'ont employé Mazur et Minsky dans leur preuve de l'hyperbolicité du complexe des courbes. Et l'idée derrière ce critère, c'est que pour démontrer l'hyperbolicité d'un espace métrique, ce qu'il vous suffit de faire, c'est trouver une collection de chemins privilégiés dans votre espace métrique et montrer que ces chemins-là satisfont des propriétés qui sont analogues aux propriétés que vous attendriez de géodésiques dans des espaces hyperboliques. Et si vous montrez ça, ça suffit à déduire automatiquement que l'espace ambiant est, à la fois que l'espace ambiant est hyperbolique et que les chemins que vous aviez considérés sont pas forcément des géodésiques, mais disons des quasi-géodésiques. Donc le critère, c'est le suivant. Donc, je vais énoncer quelles sont ces conditions dont je parle sur les chemins. Donc, soit X, un espace métrique géodésique, et C, une collection de chemins gamma à valeur d'un intervalle de R X qui vérifie les propriétés suivantes. Donc déjà, il faut que vos chemins visitent tout l'espace, parce que sinon, vous n'allez pas démontrer quelque chose sur X, mais seulement sur le sous-espace dans lequel vivent vos chemins. Donc je vais demander que si vous prenez deux points X et Y dans X, eh bien, il existe un chemin dans la collection qui relie X à Y. Et puis, donc, les propriétés que je vais demander, c'est des propriétés qui vous disent que pour tout chemin dans la collection, vous pouvez trouver une application de projection de l'espace X sur votre chemin gamma, que vous pouvez penser intuitivement comme étant la projection au plus près, mais a priori, je ne mets pas ça dans la définition.
C'est une application de projection que je définis donc de x vers le chemin gamma. Bon, je l'écris vers sa paramétrisation, mais je vois ça comme étant le chemin. Et qui vérifie les trois propriétés suivantes. Bon, alors la première, c'est ce qu'on appelle la réflexivité, c'est que la projection en restriction à l'image de gamma elle-même, ça doit être l'identité, ou presque l'identité. Donc pour tout t dans l'intervalle, eh bien, le diamètre de gamma entre le temps t et le temps pi gamma de gamma de t est plus petit qu'une constante universelle. Ça, c'est dire que le diamètre entre un point sur gamma et son image par la projection sur gamma est plus petit que t. Ensuite, bon, je demande que les applications soient Lipschitz, donc il existe une constante c, telle que si je prends deux points dans l'espace x à distance au plus 1, eh bien, le diamètre de gamma entre pi de x et pi de y est plus petit que c. Et la troisième propriété, et c'est celle-là qui est la plus importante vraiment pour voir l'hyperbolicité, c'est une propriété de contraction forte qui vous dit que si donc vous avez votre chemin gamma, si vous prenez une grande boule qui ne rencontre pas gamma, eh bien la projection sur gamma de cette boule doit être uniformément bornée. Pensez typiquement, c'est ce qui se passe dans un arbre. Un arbre, c'est l'archétype d'un espace hyperbolique au sens de Gromov, c'est un espace qui est zéro hyperbolique. Si vous prenez une géodésique dans un arbre et une boule qui ne rencontre pas la géodésique, eh bien la projection de toute cette boule sur l'axe dont vous êtes parti, c'est simplement un point. Dans H2, dans le demi-plan de Poincaré, vous pouvez aussi vérifier que les projections de boules, si vous prenez une géodésique dans H2 et une boule qui ne l'intersecte pas, eh bien sa projection est aussi de diamètre uniformément borné. Il y a donc la propriété de contraction. Il existe des constantes A, B et C, telles que si je me donne deux points dans X, je vais penser à petit x comme étant le centre de la boule et y comme étant un autre point dans la boule. Si je suppose que la distance de x à l'image de gamma est... oui, alors, bon, je vais supposer que x n'est pas trop près de l'image de gamma. Donc, je vais supposer que la distance de x à l'image de gamma est plus grande que a. Et ce qui est important, c'est que la distance de x à y doit être plus petite que la distance de x à l'image de gamma. Donc ça, c'est dire que la boule ne rencontre pas ma géodésique. Peut-être que je m'autorise à prendre même une fraction de cette distance. Peut-être que je m'autorise à ce que ce soit que la distance la moitié de la distance de x à gamma, à l'image de gamma. Alors, le diamètre de gamma de pi de x, pi de y est plus petit que c. D'accord, donc encore une fois, pour montrer l'hyperbolicité... Ah oui, alors il n'y a pas de conclusion, mais la conclusion, c'est que x est hyperbolique. Donc encore une fois, pour montrer l'hyperbolicité d'un espace, il suffit de trouver une bonne collection de chemins et de montrer que ces chemins vérifient une propriété de contraction forte, et ça suffit pour déduire que x est hyperbolique. Donc ici, je vais utiliser le modèle des sphères pour vous définir une collection naturelle de chemins dans le complexe des sphères qui sont des chemins définis à partir d'un processus de chirurgie. L'idée de la définition, c'est la suivante. Donc, vous voulez définir un chemin entre deux systèmes de sphères, S et sigma. Ces deux systèmes de sphères, ils sont a priori en position générale dans la variété, en particulier, ils s'intersectent beaucoup. Je vais supposer
que je vais homotoper S et sigma, de sorte que le nombre d'intersections entre S et sigma est minimal pour leurs classes d'homotopie respectives. Donc je reprends des représentants de la classe d'homotopie de S et de la classe d'homotopie de sigma qui minimisent le nombre d'intersections, le nombre de cercles d'intersection entre les sphères dans S et les sphères dans sigma. Et maintenant, l'idée, c'est que pour définir un chemin de chirurgie, on va à chaque étape utiliser une opération de chirurgie qui va nous enlever une intersection entre S et sigma. Et en répétant, on aura de moins en moins d'intersections avec sigma, et à la fin, on aura créé une sphère qui sera disjointe de sigma, donc à distance bornée de sigma dans le complexe des sphères. D'accord ? Donc voici comment on effectue cette étape de chirurgie. Donc je vais prendre une sphère dans la collection sigma, et cette sphère, elle intersecte les sphères de S en un certain nombre de cercles. Je dessine ici l'ensemble des cercles d'intersection vus sur sigma avec les sphères de S. Et ce que je vais faire, c'est que je vais choisir l'un de ces cercles qui est le plus intérieur possible, au sens où le disque qu'il borde ici ne contient pas d'autres cercles de ma collection. Je fais ce choix-là, et maintenant voici comment je vais faire ma chirurgie. Donc je regarde l'intersection entre ma sphère dans S qui contient aussi ce cercle d'intersection et la sphère sigma. Donc ici, j'ai mon cercle d'intersection jaune entre les deux. Et ici, j'ai le disque de sigma que j'ai assuré en jaune. Vous voyez que ce cercle, il découpe ma sphère petit s en deux disques D1 et D2. Et mon opération de chirurgie, ça va être de remplacer la sphère petit s par les deux sphères que vous obtenez, l'une en utilisant une copie de D1 et une copie du disque jaune que je vais appeler D. Notez que ça, c'est bien une sphère plongée précisément parce que ici, vous n'aviez plus vous n'avez pas d'auto-intersection avec elle-même parce que ce disque était le plus intérieur. Et la deuxième sphère, c'est une copie de D2 et une copie du disque T. Donc l'opération de chirurgie, ça consiste à remplacer S par le système de sphères que je vais noter S1, qui est obtenu à partir de S en retirant la sphère petit s et en ajoutant ces deux sphères, petit s1 et petit s2. Et donc, en faisant ça, j'ai supprimé le disque d'intersection jaune, donc le nombre d'intersections, le nombre de cercles d'intersection entre S1 et sigma est strictement plus petit que le nombre d'intersections entre S et sigma. Donc si j'itère, eh bien, je crée une suite de systèmes de sphères qui ont à chaque fois de moins en moins d'intersections avec sigma, et à la fin, j'obtiens une sphère qui n'intersecte plus sigma du tout, et donc j'ai comme ça construit un chemin de S vers sigma dans le complexe des sphères. Alors maintenant, il faut que je vous définisse ce que c'est que la projection sur un chemin de chirurgie, et pour finir, je vous dirai quelle est l'idée pour montrer la propriété de contraction de ces chemins de chirurgie. Alors, la projection, elle est définie d'une certaine manière assez naïvement. Donc, on a notre chemin de chirurgie gamma entre une sphère S et une sphère sigma. Je prends une autre sphère S' dans l'espace, et je veux définir la projection de S' sur gamma. Bon, comme j'ai en tête qu'à la fin, le complexe des sphères il va être hyperbolique, et que les chemins de chirurgie devraient ressembler à des quasi-géodésiques, eh bien je me dis qu'un triangle, le triangle SS', S' sigma, S sigma, il doit être fin. En particulier, l'image d'un chemin de chirurgie de S' vers sigma devrait ressembler à quelque chose comme ça.
eh bien, je vais définir la projection pi gamma de S'. Ça va être le plus petit temps t, tel pour lequel il existe un chemin de chirurgie de S' vers sigma, notons le gamma prime, qui est tel que pour tout temps t' plus grand que t, donc à partir de ce temps-là, eh bien, les sphères gamma de t et gamma de t' et gamma prime de t' vont être proches à distance 1. Donc disons par exemple que les systèmes de sphères ont une sphère en commun. Donc pour tout t' plus grand que t, gamma de t et gamma de t' et gamma prime de t' sont proches au sens où, par exemple, ils ont une sphère en commun. Bon, alors, je triche un petit peu dans la définition parce que, a priori, pour pouvoir écrire gamma de t' et gamma prime de t', il faut que je change un petit peu la paramétrisation de gamma prime comme chemin de chirurgie, donc c'est peut-être à reparamétrisation près ici. Mais l'idée vraiment, c'est ça. Vous pouvez trouver un chemin de S' vers sigma, un chemin de chirurgie de S' vers sigma qui, à partir du temps t, consiste en des systèmes de sphères qui ont des sphères en commun avec les systèmes de sphères que vous trouvez sur le chemin original. Et maintenant, le point clé pour montrer cette propriété importante de contraction, c'est le lemme suivant. Donc, supposons que vous avez un chemin de chirurgie gamma de S vers sigma. Et que donc, ça, c'est un système de sphères. Je vais le subdiviser en deux sous-systèmes, S' ou S1 et S2. D'accord ? Et je vais supposer que je me suis déplacé suffisamment loin dans le complexe des sphères par mon chemin de chirurgie. Donc supposons que la distance dans le complexe des sphères entre gamma de 0 et gamma de t soit plus grande qu'une certaine constante qui est universelle, qui ne dépend que du rang du groupe libre. Alors, eh bien, ce que j'affirme, c'est que si je me déplace beaucoup dans le complexe des sphères, ça force S1 et S2 à avoir un descendant commun dans gamma de t. Qu'est-ce que j'entends par là? Donc, vous êtes en train de faire de la chirurgie de S vers sigma. Il y a certaines chirurgies qui se font sur S1 et certaines chirurgies qui se font sur S2. Donc ça vous définit naturellement, chacun des systèmes de sphères gamma de t consiste naturellement en des descendants de S1 et des descendants de S2. Bien, j'affirme que si, avec votre chemin de chirurgie, vous avez avancé vraiment dans le complexe des sphères, alors en fait, ça veut dire que parmi les descendants de S1 et parmi les descendants de S2, il y a une sphère dans les descendants de S1 qui est isotope à une sphère dans les descendants de S2. Donc ça, c'est une façon de dire que les sous-systèmes S1 et S2 doivent s'intriquer de plus en plus par la chirurgie si vous voulez pouvoir faire du progrès dans le complexe des sphères. Un contre-exemple d'une telle situation, ce serait, imaginez, donc vous avez le sous-système S1 qui est ici à gauche, le système de sphère S2 qui est ici à droite, et supposez que par la chirurgie, toutes les sphères rouges restent dans la moitié gauche du corps à anse et toutes les sphères jaunes restent dans la moitié droite du corps à anse. Bien, dans ce cas-là, S1 et S2 n'ont pas de descendants en commun, mais en même temps, vous n'avez pas fait de progrès dans le système de sphères parce que toutes les sphères rouges que vous avez créées sont disjointes, donc à distance bornée dans le complexe des sphères, de toutes les sphères jaunes que vous avez créées.
Donc ça veut dire pour pouvoir vraiment faire du progrès dans le complexe des sphères, il faut qu'à un moment, les deux systèmes se mélangent de plus en plus et ça va créer un descendant en commun. C'est vraiment en fait l'idée de la preuve du lemme. On définit une notion de complexité qui mesure quelque chose comme le nombre de composantes connexes du complémentaire des sphères rouges qui contiennent des sphères jaunes, et peut-être la somme des rangs de ces composantes connexes, et on montre que cette complexité ne fait qu'augmenter jusqu'à ce qu'à un moment, il y ait création d'un descendant commun. Et alors pour finir, pourquoi est-ce que ce lemme portant sur les descendants communs, c'est ce qu'il faut pour montrer la propriété de contraction? Eh bien maintenant, donc, supposons qu'on a un chemin de chirurgie gamma et une sphère qui ne touche pas gamma, et même peut-être qui est à une distance qui est une certaine fraction, le rayon de la sphère est une certaine fraction de la distance du centre à l'axe de gamma. Et maintenant, je prends deux points, deux systèmes de sphères, S et S', là-dedans. Donc, la manière dont j'ai défini ma projection, ça consiste à regarder tous les chemins de chirurgie de S vers sigma et tous les chemins de chirurgie de S' vers sigma. Et ce qu'on espère dire, c'est que le moment où ils deviennent proches de gamma, c'est à peu près le même. Donc comment on va faire ça? Eh bien, prenez un segment géodésique dans le complexe entre S et S'. Vous avez une suite de sphères comme ceci, une suite de systèmes de sphères, et disons que le système de sphères S1 n'a aucune sphère en commun avec S. Ils sont disjoints, donc à distance 1. S2 est disjoint de S1, etc. etc. Bien, puisque S et S1 sont disjoints, ce que me dit mon lemme, c'est que si je me déplace dans le complexe, eh bien, au bout d'un moment, S1 et S ils vont vraiment avoir une sphère en commun. Et de même, S1 et S2 vont vraiment, au bout d'un moment, avoir une sphère en commun. Et donc, une fois que ça s'est produit, eh bien, S et S2 ont maintenant, les descendants de S et S2 sont maintenant disjoints, contiennent maintenant des sphères qui sont disjointes. Donc, vous avez, comme ça, rétréci la taille du diagramme, et en itérant ce lemme, ce que vous arrivez à montrer, en fait, c'est que les deux chemins entre S et S' se sont rapprochés avant d'avoir quitté la sphère dont vous étiez parti, et donc en particulier, leurs projections sur gamma vont être à peu près les mêmes. Voilà, et donc ça, c'est l'argument pour montrer la propriété de contraction forte des chemins de chirurgie dans le complexe des sphères qui permet d'en montrer l'hyperbolicité. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.